bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, nouvelle semaine qui démarre, nouveaux entraînements peut-être, j'en sais rien, si vous changez de programme cette semaine. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de magnésium, on va parler des migraines qui se traitent naturellement et de la thyroïde. En fait, par rapport à l'alimentation, par rapport à tout un tas de choses d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça. Avant de démarrer, j'ai sorti un petit cours sur l'estime de soi et le piège de la musculation. Donc je l'ai publié dimanche à 10h. C'est un retour. Alors je me suis servi aussi comme support du fameux reportage Arte là que presque tout le monde a dû voir d'ailleurs sur la musculation, parce que déjà, il y a beaucoup de lignes avec le journaliste où je suis pas d'accord, ou la journaliste où je suis pas d'accord. Quand je dis pas d'accord, c'est en tout cas ce côté amer qu'il y a toujours autour des reportages comme ça. Mais on a l'habitude encore, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout les constats et les conclusions de la musculation par rapport à l'estime de soi et tout ça. Donc allez voir, puisque le but c'est d'avoir un support, le reportage sert de support et ça permet d'avoir un exemple concret. Et après moi je vous donne les données, les vraies données entre guillemets, en tout cas basées sur la science, basées sur les retours de pratiquants, etc. Et donc du coup ça vous donnera quand même quelque chose d'un petit peu plus palpable. En tout cas, une meilleure compréhension, parce que ceux qui ont dû voir le reportage, ils se sont dit, je vais pas faire de la muscu, je vais rester dans le canapé, quoi. Ça a l'air d'être mieux, visiblement, et donc voilà. Bon. Sinon, mis à part ça, le podcast, dans les liens, là, vous savez, les notes d'épisode, vous pouvez retrouver, justement, là, le cours vidéo sur l'estime de soi. Il y a également un endroit pour poser vos questions. Et vous savez, tous les jeudis à 18h, vous avez une petite vidéo sur YouTube où je réponds à vos questions. Donc en tout cas, je prends une des questions que vous m'avez posées et j'essaye de la détailler, de la décortiquer un petit peu pour essayer de vous donner des pistes de réflexion afin d'avancer un petit peu dans votre compréhension. Voilà. Donc vous avez un lien, ça s'appelle Posez votre question ici. Comme d'habitude, je le répète, mais c'est complètement anonyme. Il n'y a ni prénom, ni nom, ni adresse email, ni rien. Il n'y a pas de collecte de données. C'est volontaire pour que les questions soient très honnêtes finalement, et pas qu'il y ait une petite réserve parce qu'on a peur d'être identifié ou autre. Voilà. Donc vous avez tous les liens dans les notes du podcast que vous retrouvez à la fois par email si vous êtes abonné, à la fois par directement dessous en fait, sur le site. Vous avez un lien qui vous conduit sur la page du podcast sur le site et vous y accédez. Allez, on démarre avec le premier sujet, les meilleures sources de magnésium. Donc la source du sujet, encore une fois, vous l'avez dans les notes. Donc là, le titre de l'article, c'était les meilleures sources de magnésium et le magnésium et votre santé. Donc ils disent 2-3 trucs. Le magnésium est le 4e minéral le plus abondant dans le corps. Le corps renferme 20 à 30 grammes de magnésium, dont 60% se trouvent dans les os. Alors ils disent quel est le rôle du magnésium. Donc là, on va un petit peu voir à quoi ça sert. Donc déjà, c'est nécessaire pour plus de 300 réactions biochimiques, dont la production de l'énergie et métabolisme du glucose, transmission de l'influx nerveux, la contraction musculaire, la régulation du rythme cardiaque, la synthèse des protéines ainsi que la synthèse et la dégradation de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Voilà, à vos souhaits. Et quels sont les bienfaits du magnésium? Donc là, il y a toute une liste pareil: diminuer l'hypertension artérielle de la grossesse, prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires, traiter le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc ADHD, soulager le syndrome prémenstruel, soulager le stress et l'anxiété, traiter le diabète, prévenir l'ostéoporose, prévenir les caries, prévenir l'asthme et emphysème, soulager les migraines. Donc après, il parle un petit. Alors, vous voyez là tous ces avantages-là. C'est pour ça souvent beaucoup de personnes vous parlent du magnésium à chaque fois qu'il y a un problème. Et souvent on entend, mais t'as essayé de prendre du magnésium, parce qu'on voit à quel point
le magnésium est important en fait au niveau de l'organisme. Donc là, on va regarder un petit peu. Donc l'ANC, voilà, pour le magnésium est fixé à 6 mg par jour et par kilo. Donc ça, c'est la dose, on va dire, santé qui recommande là. En moyenne, cela représente un apport journalier de 420 mg pour un homme et de 330 mg pour une femme. Ils disent que l'apport doit être majoré de 25 mg par jour chez les adolescents et de 40 mg par jour pendant la grossesse et de 30 mg par jour pendant l'allaitement. Les personnes âgées ont aussi un risque accru de déficit en magnésium. Alors, il parle, l'étude française Suvimax montre que 75% des hommes et 77% des femmes sont en dessous de l'apport nutritionnel conseillé. Donc c'est ça, ANC, un apport nutritionnel conseillé, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Plus inquiétant, selon cette même étude, 23% des hommes et 18% des femmes reçoivent moins des 2/3 des apports nutritionnels conseillés. Donc voilà, c'est ce qui fait un risque de déficit. Donc au total, l'apport moyen par jour est estimé à 280 mg pour les femmes, 369 mg pour les hommes et 197 mg pour les enfants. D'après les enquêtes alimentaires, les Français puisent l'essentiel du magnésium consommé dans le pain, les biscottes, le lait, les légumes, la viande et les fruits. Une carence en magnésium rend plus sensible au stress, il peut augmenter le risque de diabète, etc., etc., etc. Alors comment faire le plein de magnésium ? Donc là, ils vont donner en fait des aliments qui contiennent du magnésium selon eux, qui leur semble le plus intéressant. Donc ils disent l'absorption du magnésium se fait au niveau de l'intestin. 30 à 50% du magnésium alimentaire y est absorbé, un mécanisme qui est perturbé par la présence de grandes quantités de calcium, de phosphate, d'acide oxalique, donc épinards, rhubarbe, d'acide phytique, céréales complètes, de graisses saturées à longue chaîne. En revanche, l'absorption est facilitée par une alimentation riche en protéines, vitamine D, ainsi que par les antibiotiques et l'hormone de croissance. Voilà. Alors, comme c'est le cas pour plusieurs nutriments essentiels, il existe un mécanisme de filtrage du magnésium au niveau des reins. Bon, bah voilà, ça après c'est plus dans le détail. Le magnésium se trouve dans divers aliments, que ce soit le cacao, les noix, les fruits de mer, ainsi que certaines eaux minérales, pardon. Donc dans le cacao, le cacao en poudre non sucrée contient 500 mg de magnésium pour 100 g. Quant au chocolat noir 70%, il contient 120 mg pour 100 g. Alors pour ceux qui ont regardé ma formation sur le chocolat, la formation, le cours que j'ai fait sur le chocolat, que vous pouvez retrouver encore sur le site, de toute façon, puisque vous aurez accès à toute la bibliothèque Netflix version fitness de mes cours. Vous verrez que le magnésium dans le chocolat, certes, on peut 500 mg de magnésium pour 100 g en poudre, donc dégraissé, ou 120 mg pour 100 g en tablette, mais 100 g de chocolat, c'est une tablette, ou 200 grammes si c'est avec les gros carreaux, là, vous savez, les tablettes épaisses. Mais sinon, les tablettes un peu style chocolat bio et tout, souvent c'est 100 grammes. Donc personne ne bouffe une tablette par jour. Et quand vous la mangez, c'est 120 mg. Donc on n'est pas non plus sur des teneurs hyper élevées. Donc n'attendez pas comme seule source de magnésium de prendre du chocolat, quoi. Après, on a les poissons gras. Dans une portion de 100 grammes de sardines à l'huile, on trouve une teneur en magnésium de 467 mg. Donc là, ça devient plus intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, les sardines, oui, là, on va en manger 100 grammes ou plus. Parce que ça rentre dans la catégorie des aliments qu'on va manger sous ce grammage entre guillemets. Donc là ça devient intéressant parce que ça apporte beaucoup et c'est une dose qu'on va consommer habituellement. Typiquement, vous voyez, quand on parle souvent le chocolat, c'est bien, c'est riche en magnésium, etc. Oui, mais en fait le chocolat, une personne cohérente va en manger 2-3 carrés par jour maxi, quoi. Elle va pas se faire sa tablette. Alors que les sardines, globalement, la petite boîte de sardines à l'huile ou les choses comme ça passe plus facilement, les 100 grammes passent plus facilement que ça soit chez les femmes ou chez les hommes, quoi. Donc là, ils disent cru ou cuit, la sardine est un excellent pourvoyeur de magnésium. En plus, en boîte, elle est facile à conserver, et blablabla, etc. Donc oui, voilà, vous pouvez aussi manger. Alors, sardine, attention, la cuisson, si vous le faites à l'intérieur par temps froid, là, comme ça, attendez-vous à, si vous avez des rideaux, un canapé, un tapis, des vêtements qui traînent dans la pièce, danger. Et la sardine, ça sent. Voilà. Donc, si vous voulez faire une surprise à votre blonde le soir quand elle rentre et que vous vous préparez des bonnes petites sardines, attendez-vous à
à vous faire souffler dans les bronches parce que ça va sentir la sardine, hein, tout simplement, parce que ça sent fort et ça fume. Voilà. Donc ensuite on a les fruits oléagineux. Donc petit conseil pour les sardines, le petit barbecue électrique sur la terrasse, en mode j'empêche les voisins mais pas mon intérieur. Donc les fruits oléagineux, cette famille d'aliments fait partie des meilleures sources de magnésium. On y retrouve alors les graines de lin, c'est 372 mg au 100 g. Alors dites-vous toujours une chose, c'est moi, comme vous le disiez, l'intro du podcast, on parle de style de vie. Et dans le style de vie, on mange rarement 100 grammes de graines de lin ou 100 grammes de noix du Brésil. On est plutôt sur des dosages dans les oléagineux à peu près sur une vingtaine de grammes par jour. Ceux qui en consomment un peu le savent. On va dire que entre 10 et 15 grammes, c'est à peu près la dose qu'on prend lors d'une collation. C'est voilà, sauf si vous êtes vraiment en prise de masse musculaire, vous avez besoin de pas mal de calories, vous pouvez monter un peu parce que c'est des calories faciles, on va dire. Mais les oléagineux, les graines et tout, c'est rare qu'on tabasse 100 grammes comme ça sur une prise, quoi. Ça fait un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas négligeable parce que si vous avez un peu de chocolat, si vous avez un peu de graines, de machin, tout ça, vous pouvez augmenter un peu votre apport. Donc les graines de lin, c'est 372 mg au 100 g, les noix du Brésil 367, les graines de tournesol 364, les amandes 232, les noix de cajou 223, les cacahuètes 193, les noisettes 173 et les noix 158. Tous ces chiffres sont en milligrammes au 100 g, hein, évidemment. Donc les graines de lin, on voit que les graines de lin et les noix du Brésil. Alors noix du Brésil, c'est aussi très riche en sélénium. Et d'ailleurs, faut y aller mollo parce que c'est vraiment très riche en sélénium. Alors on peut, voilà, ils disent, on a également les fruits de mer. Les fruits de mer sont très intéressants nutritionnellement parlant. Et pas que pour les oméga 3 ou le zinc, parce que vous savez que ce sont deux micronutriments qu'on va retrouver dans beaucoup les produits marins, mais surtout les fruits de mer. Pas les oméga 3 mais le zinc. Alors eux ils disent les bigorneaux 300 mg au 100 g. Donc de magnésium, donc c'est là où c'est le plus riche. Les bulots cuits 144, les anchois marinés 101, les huîtres 98, les moules cuites 75, les coquilles Saint-Jacques 62, les crevettes cuites 61. Tout ça c'est en milligrammes pour 100 grammes. Et encore une fois, là dans ce cas-là, par rapport aux graines, on mange plus facilement 100 grammes par exemple de bigorneaux que 100 grammes de graines de lin. Ensuite, on a les produits céréaliers. Donc les céréales sont de bonnes sources de magnésium à utiliser en accompagnement de plats surtout. Alors ils disent les All Bran de Kellogg's 370 mg au 100 g. Alors les All Bran, alors pour toutes, alors souvent c'est un problème féminin on va dire. Vous savez le transit un peu lent, la constipation, etc. Les All Bran fonctionnent très bien pour vous, enfin pour ça. J'en sais rien. En tout cas, je vous garantis que si vous avez un transit un peu ralenti des All Bran, souvent ça marche très très bien. En tout cas autour de moi, les gens qui ont pu tester ont pu en avoir des retours assez positifs. La problématique, c'est que c'est assez agressif, assez violent. Donc, faites votre petit test le samedi ou le dimanche, peinard à la maison, pas si vous prenez le métro, le train, l'avion, ou enfin voilà, que vous êtes loin de chez vous et que vous avez un petit peu du mal à aller aux toilettes ailleurs que chez vous, parce que en règle générale, l'apport en fibres est quand même assez conséquent. Et voilà. Mais bon, là, on voit aussi que l'apport en magnésium est assez intéressant, 370 mg au 100 g. Alors, les All Bran, de mémoire, je sais plus si c'est du son de blé ou son d'avoine, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, comme ça, au moins, vous en rendrez pas compte de la recherche. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, il y a du son, des graines de blé, etc. Bon, il y a pas que ça, évidemment. Mais, dans les, vous avez des versions, fibres, plus, machin, avec, des fruits et autres. Mais en tout cas, dans les All Bran fibres plus, donc ceux qui sont bruts, on va dire, les ingrédients, c'est son de blé à 86%, donc sucre extrait de malt d'orge et sel. Donc on n'est pas non plus sur un produit non transformé, c'est pas du son de blé, hein, il y a quand même, on a ajouté à ça du sucre et de l'extrait de malt d'orge, qui est une forme de sucre aussi avec du sel en plus. Et au niveau de l'index glycémique des All Bran, la fibre plus, là que je viens de dire, on est à un index glycémique de 30.
donc c'est un IG bas, et une charge glycémique de 4,3. Voilà. Et la teneur en fibres pour 100 grammes de mémoire, enfin pas de mémoire en fait, puisque je l'ai devant les yeux. Donc pour 100 grammes, c'est 27 grammes de fibres, donc c'est vraiment conséquent. Mais la dose que vous prendrez, ça sera plutôt 40 grammes. Et c'est 11 grammes. Donc je fais pas la pub de ce truc-là, mais sachez une chose, c'est que en traitement pour ceux qui ont besoin de... Attendez, je range ça. En traitement pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de fibres, ça fonctionne bien. Par contre, c'est relativement agressif, hein, donc sachez-le, voilà. Donc je reviens au sujet. Alors oui, je disais, je reviens au sujet. Donc on a les germes de blé, 250 mg pour 100 g de magnésium, le sarrasin 231, l'avoine 177, le pain de mie complet que je déconseille 167, le pain de mie multicéréales que je déconseille aussi 156, les flocons d'avoine 148, le riz brun 143 et le seigle 121. Et vous allez me dire, mais pourquoi il nous déconseille le pain de mie complet et le pain de mie multicéréales ? Ben pour la simple et bonne raison que le pain de mie, par exemple 7 céréales de chez Harris, là, c'est 71 en index glycémique et 12,5 en charge glycémique. Et le pain de mie complet Harris American Sandwich, donc voilà, on est à 71 également en index glycémique et à 8,4 en charge glycémique. Donc ce sont deux type de pain que je ne vous recommande pas si vous avez du mal à garder la ligne. Voilà. En tout cas, si vous voulez la conserver ou, enfin voilà, si vous voulez éviter d'avoir des pics comme ça. Après, si vous êtes en prise de masse et que vous avez beau manger tout ce que vous voulez, vous peinez à mettre 10 grammes sur votre physique, eh ben, allez-y, mangez des glucides pour essayer de préserver un peu les protéines que vous consommez. En tout cas, de ne pas trop les convertir en autre chose qu'en une matière pour fabriquer de la masse musculaire. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Les eaux minérales au niveau du magnésium, vous avez peut-être envie de savoir laquelle serait la plus riche, en tout cas la plus intéressante en magnésium. On a la Rosana. Donc Rosana, de mémoire, c'est une eau gazeuse, hein, c'est pas une eau plate, quoi. Donc Rosana, c'est 160 mg par litre. Ensuite, on a l'Hépar à 110 mg. Donc Rosana, c'est gazeux, Hépar, c'est de l'eau plate. Donc 110 mg par litre. La Kézac, c'est 95 mg. L'Ardésie, je sais même pas que ça existait, c'est 92 mg par litre. La Contrex, 84 mg par litre. Dans la gamme des légumes frais et secs, on a l'épinard cuit 53 mg pour 100 g, haricots mango cuit 60 mg pour 100 g, haricots blancs cuits 60 mg pour 100 g. Après, on a les fruits frais et secs, donc la banane séchée. Bon, la banane, on sait que c'est une bonne source de magnésium, mais la séchée, pour le coup, évidemment, oui. Banane séchée 108 mg pour 100 g, cassis 105, figue de Barbarie 77, figue séchée 52, date 47.3, attention, banane 35, donc voilà. Donc là, ils disent le top 10 des aliments riches en magnésium. Ils donnent le top 10, là, je vous le donne aussi, comme ça au moins si vous voulez les mettre dans votre diète. Cacao, sardines à l'huile, les graines de lin, les noix du Brésil, les whole bran, les graines de tournesol, les bigorneaux, les germes de blé, les amandes, le raisin. Sur tout ça, moi personnellement, si je me disais tiens, je manque de magnésium, il faut que je consomme des aliments riches en magnésium, je prendrais le cacao, oui, les sardines, enfin le cacao, le problème c'est que ça va être marginal avec la dose que je vais consommer, donc je continuerai à manger du chocolat noir, sardines à l'huile, oui, les graines de lin, oui, les noix du Brésil, oui. Donc ça, ce sont que des aliments que j'ai pour jusqu'à maintenant. Les whole bran, je n'en ai pas, les graines de tournesol, je n'en ai pas, les bigorneaux, c'est rare, j'ai des fruits de mer mais pas des bigorneaux, les germes de blé, j'en ai mais c'est de temps en temps. Alors germes de blé, oui, sur les salades, vous savez, à saupoudrer. Les amandes, oui, et le sarrasin, oui. Donc ça va, j'ai plutôt une alimentation où il y a du magnésium. Voilà. Donc ça, c'était le premier sujet sur le magnésium. Deuxième sujet que je voulais traiter, je suis un peu en retard, c'est l'homme qui guérit des migraines par les légumes verts. Donc j'ouvre le lien pour vous donner un petit peu le retour. Donc et d'ailleurs, c'est un article qui n'est pas paru sur un site de nutrition, mais sur un site Cerveau et Psycho. Vous savez, j'étais abonné à ce magazine-là. Et donc du coup, vous avez l'article là de Bénédicte Salthun-Lassalle, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Cerveau et Psycho. Donc elle a dit une première dans le monde qui confirme l'importance d'une bonne alimentation pour la santé cérébrale. Des médecins new-yorkais rapportent le cas d'un homme migraineux depuis plus de 12 ans, âgé de 60 ans, résistant à tout autre traitement. Médicaments, méditation, yoga, suppression d'aliments déclencheurs de migraine comme le café, le chocolat, le fromage ou les noix. Et qui a vu ces crises passer de 18 à 24 jours, de 18 à 24, non,
Ces crises passaient il a eu des crises 18 à 24 jours par mois à seulement une par mois après avoir suivi pendant 2 mois le régime LIFE, Low Inflammatory Food Every Day. Voilà, avec l'accent qui va bien. Il s'agit de manger chaque jour des aliments antioxydants provoquant peu d'inflammation, à savoir 150 grammes de légumes à feuilles vert foncé et un grand smoothie vert, et de réduire les graines, féculents, protéines animales, produits laitiers et viande rouge notamment. L'homme décrivait la douleur de ces crises comme débutant soudainement et intensément dans le front et la tempe du côté gauche de sa tête. Elle durait parfois jusqu'à 72 heures et s'accompagnait d'une sensibilité à la lumière et au bruit, ainsi que de nausées et vomissements. Mais après 3 mois de ce régime LIFE, sans autre traitement, ces migraines ont même complètement disparu. Et cela fait maintenant plus de 7 ans que ça dure, même si le patient consomme de nouveau des aliments connus pour provoquer des crises. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Les médecins américains annoncent que depuis ce cas, d'autres de leurs patients migraineux suivent ce régime et se portent aussi bien mieux. Mais on attend les études scientifiques plus complètes confirmant ce premier cas. Alors vous n'allez pas en mourir de manger plus de légumes verts. Donc si vous voulez aller voir, ça s'appelle le régime LIFE, Low Inflammatory Foods Every Day, sans accent, histoire que vous puissiez le recopier dans Google avec votre ami. Donc c'est LIFE, c'est facile, L-I-F-E. Et ce que j'ai trouvé intéressant en fait, c'est justement ce côté où quand il y a eu le retour à la réintégration des aliments, ça se passait toujours bien. Donc, je vous recommande d'aller, si vous faites partie des gens résistants à toute chose sur les migraines, allez faire un tour. Vous savez que moi je suis pas forcément pour les jus verts, s'alimenter avec du vert et tout, mais là on parle d'un traitement pour quelque chose. Et étant donné, donc petite digression volontaire, étant donné que à la télé, c'est pas eux qui vont vous dire comment manger et comment faire pour aller mieux sur ce genre de choses. On a traversé 2 ans de Covid. On a traversé 2 ans de Covid où une des causes de mortalité sur les deux, un était la vieillesse et la fragilité, la deuxième était l'obésité. Avez-vous vu un seul spot, télévision, émission ou autre, sur l'obésité, sur des traitements, sur des témoignages de gens qui avaient réussi à perdre du poids durablement et tout? Je ne comprends pas comment on peut continuer à être... Il y a un foutu déni sur l'obésité. Je sais, à un moment donné, les gens disent « Oui, on parle pas de tous les sujets, mais l'obésité, on n'en parle jamais, ou juste pour dire qu'elle est là. » Mais on ne parle jamais de pistes de traitement. Il y a des gens qui y arrivent quand même à perdre du poids durablement. On n'en parle jamais. Dès qu'il y a des régimes qui montrent leurs preuves, comme le régime cétogène ou autre, on invite une flopée de médecins qui vont dire c'est pas bien, on peut pas se passer de féculents. Déjà, on sait pas pourquoi on pourrait pas se passer de féculents, parce que si c'était vrai, on serait pas là aujourd'hui. Il faut juste qu'ils fassent un petit retour en arrière. Les féculents ne sont pas là depuis toujours, donc s'il y avait pas eu, si sans féculents l'homme meurt, en fait, l'homme serait même pas là aujourd'hui pour parler sur un plateau de télé, puisqu'il y a eu une époque où les féculents n'étaient pas présents. Les seules sources de glucides qu'il y avait, c'était les légumes, les fruits, quelques les tubercules ou légumes racines, mais il n'y avait pas de glucides de manière abondante comme aujourd'hui. Bref, je fais cette digression volontaire parce que j'ai l'impression que il n'y a pas eu de baisse des publicités sur les produits très sucrés et tout, tout ce qui conduit à l'obésité. Et il n'y a pas non plus, il y a un peu, vous savez, la bonne parole, il faut protéger les autres et tout. On ne protège pas les obèses. Il y a que dalle qui est fait pour aider les obèses de manière publique, nationale, massive, à part un bandeau en bas d'une publicité qui va vous dire n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais bon, un obèse, ne lui faites pas manger 5 fruits par jour. C'est peut-être plutôt des légumes qu'il aurait besoin de manger. Bref. C'est une digression volontaire, tout simplement parce que je trouve, le constat est qu'aujourd'hui, on sait clairement que l'obésité est un gros risque parmi d'autres, mais celui-là est quand même majeur, et que je n'ai vu aucun nutritionniste sur un plateau de télé dire si vous voulez un peu réduire, essayez, parce que il faut vous dire une chose, c'est que chaque kilo de perdu, c'est quand même une bonne chose, pour c'est quand même un pas vers la meilleure santé, et pour les personnes qui sont en surpoids et obèses. Je parle pas des gens qui sont déjà en poids de forme, sinon là c'est pareil, ça devient nocif. Mais
J'ai vu personne le faire. Alors, je vais pas prétendre, mais avec le podcast, on en parlait un petit peu ici. Mais mon podcast, j'ai pas l'audimat d'un BFM TV ou je sais pas trop quoi. Hein. Il faut, enfin voilà. Donc voilà, je trouve ça. Et puis souvent, les gens qui écoutent des podcasts comme le mien sont déjà des gens qui sont. Enfin, vous êtes déjà concernés, vous aimez bien appliquer des bons gestes au niveau alimentaire et tout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, donc aider. Donc là, par exemple, je reviens au sujet de la migraine. Aider quelqu'un par l'alimentation, c'est limite charlatan. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est n'importe quoi. Maintenant, ils vont vous dire qu'on peut soigner le cancer avec des jus. Ouais, on n'a pas dit ça. En fait, on veut juste. Qu'est-ce qui a conduit à l'obésité ? Est-ce que c'est des médicaments ou est-ce que c'est la bouffe ? Bon, c'est la bouffe. On est bien d'accord. Donc, on va essayer de faire l'inverse. On va essayer par la bouffe de ramener les gens sur le droit chemin. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Bref. Je rentre un peu trop dans l'émotion avec ce genre de sujet parce que parce qu'il y a des enfants qui sont concernés par l'obésité et que c'est peut-être le moment de leur montrer des choses pour leur apprendre quoi. Bref, 3 erreurs qui affectent la thyroïde. Allez, on continue sur un sujet nouveau, autre et traduit de l'anglais d'ailleurs. Donc du coup la traduction sera un peu, vous allez voir un peu parfois les mots, bon bref. Donc environ 60-70% des personnes atteintes de dysfonctionnement thyroïdien ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Voilà, pour les femmes en particulier, il peut être difficile d'obtenir un diagnostic, blablabla, blablabla. Donc vous avez aussi les liens des notes de tout ça là-dedans quoi. Cela provoque d'abord une surproduction d'hormones thyroïdiennes, puis conduit à une sous-production de ces hormones parce que votre thyroïde a atteint le stade de burn-out. La perte de santé métabolique est encore plus élevée. Dans une étude de l'Université de Caroline du Nord, 88% des adultes américains étaient métaboliquement en mauvaise santé. Voilà. Alors, signes et symptômes de l'hypothyroïdie, alors là, honnêtement, vous lisez ça, on a tous l'impression d'être hypothyroïdien à plus ou grande échelle, quoi. Avez-vous pris du poids ? Avez-vous 20 livres, et c'est en anglais, que vous ne pouvez pas perdre ? Avez-vous remarqué des changements dans vos cheveux, vos ongles, votre peau ? Perte de cheveux, y compris les sourcils, la tiare externe, peau sèche, des ongles secs, des cheveux secs comme de la paille qui s'en mêlent facilement, des ongles fins et cassants. Avez-vous été anormalement fatigué ou léthargique ? Qui n'a pas été énormément fatigué ou léthargique ces derniers temps avec ce qu'on a passé ? Enfin bon, bref. Remarquez-vous un discours lent, peut-être avec une voix rauque et hésitante ? Vous a-t-on dit que votre rythme cardiaque était lent ? Ressentez-vous une léthargie ou vous avez l'impression de vous déplacer dans la mélasse ? Ressentez-vous de la fatigue, surtout le matin ? Pensez-vous que votre cerveau ralentit avec des pensées lentes ? Avez-vous des difficultés à vous concentrer ? Avez-vous des réflexes lents, un temps de réaction diminué, voire une faible libido ? Avez-vous remarqué des changements intestinaux ? Avez-vous froid ? Vous avez des picotements dans les mains ou les pieds ? Avez-vous les mains ou les pieds froids ? Une intolérance au froid ? Avez-vous une intolérance à la chaleur ? Avez-vous une sensibilité au froid ? Vous pouvez frissonner plus facilement que les autres et porter toujours plus de couches que les autres ou porter des chaussettes au lit ? Avez-vous été particulièrement maussade ? De petits changements dans les niveaux de thyroïde peuvent provoquer des changements dramatiques dans l'humeur et l'état mental. Chaque patient souffrant de dépression et d'anxiété devrait faire vérifier son bilan thyroïdien, etc., etc. Donc, ils disent tester votre thyroïde. Enfin voilà, bon, là, rapprochez-vous de votre médecin. Là-bas, aux États-Unis, c'est pas pareil. Hein. Il y a pas tous ces remboursements et tout. Donc, les gens, en fait, ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent aller tester pour aller tester. En fait, c'est eux qui prennent rendez-vous, quoi. En gros. Donc, testez votre thyroïde. Ils disent. Donc, quelles sont les 3 erreurs qui peuvent affecter votre thyroïde ? Donc là, c'est un médecin. Donc, elle dit mes patients commettent 3 erreurs principales en ce qui concerne leur thyroïde. Trop ou trop peu d'iode. Souvent, on dit, oui, problème de thyroïde, donc il faut manger plus d'iode. Oui, mais ça peut être aussi trop d'iode. Comme elle le dit, l'une des causes des problèmes de thyroïde est l'apport excessif ou insuffisant d'iode. L'iode est délicat car la marge thérapeutique est très étroite. Conclusion, l'iode ralentit la thyroïde. Beaucoup de mes patients prennent de l'iode dans leurs multivitamines ou comme autre supplément et ne réalisent pas que cela aggrave leur fonction thyroïdienne. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, même lors des consultations et tout. Si vous, par exemple, vous prenez un multivitamine pour des raisons X ou Y, essayez d'en prendre un qui est dépourvu de minéraux et tout ça. Vitamines, minéraux. C'est-à-dire que le problème des multivitamines où il y a du fer, de l'iode et tout, c'est que justement, moi, je suis pas pour. Je préfère prendre un multivitamine où il y a que des vitamines. Et les minéraux, après, vous pouvez prendre un multiminéraux avec ou même juste des minéraux comme ça. De manière isolée, mais de prendre un espèce de fourre-tout comme ça, puis surtout que plus on fourre des choses, plus les dosages
sont infimes et du coup peu significatifs. Donc voilà. Bon bref, voilà, ils disent en raison de risque de surcharge en iode, je vous recommande de ne consommer, c'est elle, c'est pas moi qui recommande, de l'iode qu'à partir de sources alimentaires comme les algues, les fruits de mer, les œufs, etc. Bien que le sel de table soit une source courante d'iode, pour certaines personnes, le sel de table en contient trop. Elle dit qu'elle recommande le sel de mer en raison de la gamme de santé étroite. Bon voilà, c'est de la traduction un peu bateau. Elle dit plutôt le sel marin de l'Himalaya ou de Maldon. Alors, le sel d'Himalaya, c'est le sel rose. Il y a du pour et du contre pour ce sel. Bon, j'en avais parlé justement sur un cours que j'avais fait sur l'iode, que je vous invite, vous tapez iode, I-O-D-E, sur mon site, dans la barre de recherche, vous trouverez. Et voilà. Donc, en deuxième cas de figure, elle dit un apport en glucides trop faible. Eh oui, vous savez, ce fameux rebond glucidique qu'on fait pour relancer sa thyroïde, etc., c'est aussi une des raisons... Alors, je vais vous expliquer, mais j'en avais déjà parlé longtemps. Là, elle le dit, les femmes qui essaient de perdre de poids choisiront souvent un régime très faible en glucides, par exemple le régime cétogène classique. C'est important de dire classique. Lorsque vous limitez excessivement les glucides, cela entraîne une perte de poids rapide en eau, mais la restriction en glucides peut affecter les niveaux de l'hormone thyroïdienne. La T3 inverse. La T3 inverse est un métabolique inactif de la T4 et fournit un mécanisme pour ralentir le métabolisme afin d'économiser de l'énergie. Il fournit un système de rétroaction pour vous maintenir en équilibre dans des conditions normales. Cependant, si votre corps est stressé ou suit un régime hypocalorique, un signal est envoyé pour modifier le ratio et vous produisez plus de ce qui s'appelle la RT3, la T3 inverse, et votre métabolisme ralentit. Donc voilà, d'où l'importance de ne pas avoir 0,0 glucides. Mais pas en avoir trop non plus. Et la diète, c'est pour ça la diète cétogène classique étant une diète vraiment où on veut pas du tout de glucides, on essaye d'avoir en dessous de 50 grammes, donc même les légumes, ça va être des endives, des choses comme ça. Alors que moi, quand je parle de perte de poids, je suis plus sur une approche, une philosophie cétogène, mais qui n'en est pas réellement une, puisque moi j'ai des haricots verts, j'ai des brocolis, j'ai des courgettes, et plutôt massivement. Donc il y a quand même un apport en glucides. C'est juste que c'est la philosophie que j'aime respecter, c'est-à-dire un apport en graisse un peu plus élevé que les régimes low fat, un apport en protéines cohérent par rapport à la discipline sportive que l'on fait, et après les glucides proviennent surtout de végétaux. Bref, de végétaux, légumes, pas fruits. Bref, c'est mon point de vue. Après, c'est ma méthode à moi. Donc, ignorer l'insuline et la santé métabolique. Les deux déséquilibres, c'est ce qu'elle dit en petit 3, les deux déséquilibres hormonaux les plus courants que je vois chez mes patients sont l'hypothyroïdie et la résistance à l'insuline. Comme décrit précédemment dans l'article, ils ont tendance à aller de pair. Donc elle dit, dans ma pratique médicale, j'insiste sur l'importance d'aborder les deux problèmes afin de guérir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la résistance à l'insuline se produit quand ? Elle se produit souvent quand on a une alimentation déraisonnée surtout, où on fait assez peu de sport, donc on sollicite peu ses muscles, voilà. Mais c'est également parce qu'on consomme des aliments qui stimulent trop le pancréas, donc trop de sécrétion d'insuline. Donc au bout d'un moment, le corps est obligé de produire de plus en plus d'insuline pour faire rentrer l'excès de sucre dans la cellule, et les cellules deviennent de plus en plus résistantes, etc. Donc ça veut dire que là, à la fois, on nous dit qu'il faut suffisamment de glucides pour avoir un bon taux métabolique hormonal, mais trop, ça conduit à la résistance. Donc vous voyez encore, on a encore ce ratio, ce curseur qu'il faut pas être trop peu et trop élevé. Donc et donc c'est voilà quoi, il y a vous savez, on est toujours la problématique des extrêmes en nutrition. Les extrêmes marchent bien pour une pathologie. Par exemple, une personne qui a, une allergie X ou Y ou un problème digestif avec un aliment. L'extrême, c'est on vire cet aliment, ça marche, plus de problème. Le régime cétogène, c'est pareil. On fait ce régime pendant une semaine, c'est radical. On a éliminé presque l'intégralité des glucides, il se passe quelque chose. Mais après, il faut voir le long terme. Et les problématiques de métabolisme qui ralentissent, etc., ça vient surtout du long terme, puisque sur le court terme, on le voit assez peu. C'est sur le long terme où on se dit, mais je comprends pas, je suis en fin de régime, je perds plus de poids, j'ai encore un petit peu de brioche sous le nombril, comment je fais? Est-ce que je réduis encore plus? Mais non, puisque vous êtes déjà cramé au niveau métabolique. Donc il faut plutôt essayer de relancer, essayer de voir autrement. Donc, voilà, donc on a parlé un petit peu de cette fameuse thyroïde, ça vous donne quelques petites indications. Il parle souvent chez les femmes, c'est très courant chez les femmes, mais moi je vous garantis que c'est aussi très courant chez les hommes qui font du sport et qui ont un jugement esthétique un petit peu, qui font beaucoup de régimes et tout. C'est quelque chose qui peut arriver.
Donc, il faut apprendre à se comprendre, à se connaître quand ça commence à ralentir comme ça. Un métabolisme ralenti, une forme d'hypothyroïdie, c'est pas intéressant là-dessus de démarrer un régime zéro glucides et tout ça, quoi. C'est pas intéressant dans le sens où ça pourra pas vous apporter quelque chose de bon. Donc, mieux vaut vous retaper un peu votre thyroïde en vous réalimentant de manière cohérente, de récupérer pas mal de vitalité pour justement pouvoir repartir sur une bonne perte de poids. C'est pour ça que souvent je recommande aux gens, quand ils font des régimes un peu longs comme ça, qui ont atteint pas forcément leur objectif à 100%, mais ils ont déjà bien bougé par rapport à leur point de départ, de faire une bonne semaine, voire parfois 15 jours, où ils recommencent à manger des glucides matin, midi et soir, de bonne qualité, mais quand même des glucides, de manière à un petit peu remettre leur corps et leurs hormones en équilibre avant de repartir sur une deuxième phase de sèche, quoi, un petit peu plus poussée parfois, parce que c'est souvent les derniers petits grammes ou kilos à perdre pour vraiment avoir une sangle apparente. Voilà. Bon bref, je m'arrête ici pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Allez voir le cours là justement sur l'estime de soi et la musculation, parce que je sais que beaucoup de personnes vont en faire l'erreur et du coup abandonner la muscu parce qu'ils vont tomber dans ce piège là de l'estime de soi. Allez voir un petit peu les choses que je dis là-dessus, et sinon on se retrouve la semaine prochaine ou jeudi pour le question-réponse. Voilà. Allez, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.